OK. En fait, Martin, je suis curieuse si vous pouvez nous partager une expérience précise où vous avez démontré votre vulnérabilité au sein de votre équipe chez Mondou. Et c'était quoi la réaction de vos collègues? La raison pour laquelle je demande la question, c'est pas toujours très facile, évident. On peut être vulnérable nous-mêmes et le démontrer, mais c'est plutôt la réaction des autres des fois qui fait que ça les bouscule. Puis je suis vraiment curieuse si vous avez une petite anecdote rapide à nous partager en fait. C'est une très, très bonne question. En fait, moi j'avais développé l'approche d'être en mode de me défendre quand il y avait certaines choses. Donc, je passais en mode d'un petit peu plus attaque, de vouloir un petit peu me défendre. Puis, je veux dire, ça fait partie un peu d'un peu chacun d'entre nous, de vouloir défendre son point puis dire qu'on a peut-être raison ou pas. Mais j'ai vécu une expérience où clairement, je sentais que je perdais le contrôle un petit peu d'un projet en particulier. Et puis, au lieu de me battre à vouloir le retenir, puis de me battre de vouloir dire que j'étais l'homme de la situation, je me suis retourné vers mon équipe. Et puis, je me suis retourné en disant, ça sera pas moi qui va pouvoir amener ce projet-là. J'ai pas toute la compétence pour le faire. Ça a déstabilisé tout le monde, vraiment dans la salle, parce que les gens s'attendaient vraiment pas à ça. Puis, j'ai demandé, j'ai dit, qui peut prendre la relève? Et tout de suite, j'ai eu des gens qui sont venus à la rescousse, qui ont pris la relève. Donc, je suis d'accord avec toi, Claire, ça marche pas à toutes les sauces. Faut peut-être savoir quand le faire puis quand y aller. Mais pour moi, ça a vraiment très bien marché. Puis à partir de ce moment-là, ça a renforcé tellement les liens de l'équipe parce que les gens savent que toi aussi, tu peux avoir besoin de t'appuyer et surtout de t'appuyer sur les gens de ton équipe. J'espère que je réponds à ta question. Oui, c'est parfait. Merci. Vous avez beaucoup de courage, en fait. Bravo. Merci. Excellent. Merci. Et Ignace, peut-être juste un petit commentaire vite. Oui. Il n'y a pas beaucoup de monde qui le savent, Donna le sait, mais moi, je suis un ancien de Louis-Joseph Papineau. Et je peux vous dire que Louis-Joseph Papineau, c'est l'une des seules écoles sur l'île de Montréal où il n'y a pas de fenêtre. Les étudiants on est comme dans des cages. Et ça, sur le mental pour un jeune, c'est désastreux. Et surtout, dans un contexte où est-ce que les gens te rappellent à tous les jours comment est-ce que tu es déficitaire, comment est-ce que tu as été désavantagé et que tu rentres dans une école, mais c'est comme une prison à la fin. Alors, ça perpétue un peu les enjeux des jeunes et je peux vous dire que entendre Saruxia, ça me rappelle des souvenirs, pas nécessairement des souvenirs positifs, mais de voir à travers elle son parcours, puis ce qu'elle dit, puis d'entendre son beau message, ça m'encourage que les choses vont bien aller. Je peux faire un commentaire parce que l'école Louis-Joseph Papineau est considérée parmi les plus défavorisées à Montréal, même parmi au Québec et au Canada. Mais je vais vous dire, il y a une raison pourquoi je reste dans cette école et beaucoup de gens, si on regarde business aspect, I think it's the most ridiculous thing that I'm doing in business number aspect. Mais je vais vous dire que dans les corridors et dans les murs de cette école-là, j'ai rencontré la plus grande richesse de ma vie. C'est impossible de parler de ça sans être ému parce que quand je vois des jeunes comme Sarou, en début d'année, de cette année-là, pas il y a 10 ans, en début de cette année, qu'elle n'était même pas capable de dire son nom. Et aujourd'hui, quand je regarde l'écran, tu sais, elle est à 2 carreaux de France Saint-Hélémy, elle est en diagonale avec M. Robert Dunton, elle est en diagonale avec Mme Marianne, elle est sur le même écran que M. Deschênes. Pour moi, that's just wow factor. It's like just simply, c'est ça la richesse. Alors, don't define yourself by, le titre de où tu vas. So, Saru, I really want you to take the comments, take screenshots, and put this in your vision board,
parce que ça fait partie de notre programme où ils font leur vision board and you did it. It's amazing. I'm getting shy because like when people give compliments, I'm like I just get too shy because like I love compliments. Est-ce que je peux poser une question à Sarou? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Sarou, mais je pense que dans le projet de Ignace, il y avait aussi le but intergénérationnel. Puis moi, ça me fait du bien de d'entendre une ado qui nous parle si simplement parce que dans un sens, c'est que je trouve que c'est plus proche de la vérité. Tu sais, moi, quand je t'ai entendu dire je suis juste une fille normale, tu sais, moi, j'ai encore ce sentiment-là plusieurs fois. Ma mère est ici, je suis sûre que aussi, puis que plein d'adultes, ça nous reconnecte un peu avec ce message-là. Mais j'aimerais ça te demander, qu'est-ce que les adultes, on peut faire pour rendre ça plus facile pour toi de t'exprimer? Ou qu'est-ce que tu aimerais qu'on comprenne? Qu'est-ce qui, tu sais, dans ta génération, quand tu parles avec tes amis, ça peut être une critique même par rapport aux adultes ou un commentaire. J'aimerais ça t'entendre là-dessus. That's such a hard question. Parce que moi au début, avant de dire comment qu'on comprend les jeunes, moi j'essaie de comprendre les adultes en premier. Parce que si je comprends tout le monde, après moi aussi je peux savoir comment les jeunes aussi se sentent. Parce que même si moi je suis un ado, je comprends pas tous les jeunes. Comme moi j'ai ma sœur, moi aussi je la comprends pas. Elle me dit toujours comme pourquoi tu ne comprends pas? Donc moi je prends mon temps à j'essaie de m'ouvrir un petit peu plus à ma sœur. Donc, yeah, it's a really hard question. Can I ask a question? Yes, of course. Yeah. Mais avant ça, je veux juste dire Martha, j'ai vraiment beaucoup aimé. I don't know how to say this in French. I'm so sorry. I really like the human aspect of what you talked about. How it's important to know yourself and know other people to be able to grow. I really enjoyed when Robert said il faut pas concentrer sur la liberté qu'on n'a pas pour invalider celle qu'on a, grande ou petite. And that's so true because I feel like some people avoid doing certain things because they feel that it's not going to have that much of an impact because apparently that's a standard that we have when we do something. It needs to be super impactful, but I feel even if it's little, it is impactful because you're making a change. So I thought that was very beautiful. My question is for Marianne. And when you talked about passion, and when you said, I think you said your husband added like a social aspect, economical aspect to it. I asked myself, do you maybe think that passion in itself, it used to be very personal. Now it became a trend, as in a standard for a successful life. Do you think maybe the problem lies there, that because we have made it a standard, for example, there's also like the fact that you need to have a family or like having children, it became a standard to a happy, successful life. I'm wondering maybe that's the problem and it's making some people feel as if their goals in life are less because they're not that passionate about something. I think you've hit the nail right on the head in terms of how I think about it. I think we let ourselves get misled by trends and fads rather than thinking about what's really important to us. And what's important to me is important to me, and it shouldn't matter what other people think about it. And I think that's true for all of us. And if we're chasing after something, I really do believe some people have a passion or develop a passion like the professor of rock and roll, but I'm not one of them, and that's okay with me. That's not important to me. And I think we have to be careful not to get dragged along by trends. So I really agree with what you said. Thank you. Oui. Bonjour Robert. Bonjour Marco. J'ai une question pour toi. J'entends la question de l'adaptation, le changement et tout ça, puis bon, connaissant un peu ton parcours, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu pourrais nous ajouter ou nous dire par rapport à la vitesse du changement ou d'adaptation, parce qu'on est évidemment dans un ère où tout va vite, on veut que ça change vite, on veut s'adapter, pardonner, tout faire rapidement, mais en même temps,
il y a un processus à faire et il y a une vitesse peut-être qui est peut-être pas réaliste dans nos attentes. Donc, j'aimerais t'entendre là-dessus. Ben, je pense qu'on a... ce que j'essaie de statuer, c'est que le changement va toujours être là, on n'a pas le choix. C'est évident que il est très rapide actuellement. Bon, on le voit aussi pour les entreprises. On doit s'adapter rapidement, mais la question que je vais te reposer une question, est-ce qu'on a le choix? Je pense que ce que j'ai essayé de dire, c'est que il faut pas se perdre là-dedans. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a aidé à passer à travers le changement, je reviens sur un thème, puis il y a beaucoup de mes étudiants, parce que c'est mes étudiants, c'est pas les étudiants de Marianne, c'est mes étudiants de l'exécutive MBA. Et mes étudiants, ils vont me dire, ils radotent encore, mais je pense que quand nos valeurs sont fortes, ça devient un socle extrêmement important qui nous permet que même s'il y a beaucoup de, je dirais, de vent, de changement, de tempête, ça nous permet de rester accrochés. Tu comprends? Alors pour moi, ce qui est important dans cette vitesse de changement-là, c'est qu'on sache vraiment c'est quoi nos valeurs, et j'utilise souvent le mot non négociable. Ça n'en prend pas 10, ça en prend 2, 3, certains sur lesquels qui va nous permettre de dire, d'abord de faire les bons choix, puis deuxièmement que ces choix-là soient éclairés par les bonnes raisons. Excellent. Merci. Puis-je encore poser une autre question? Oui, oui, pour Robert, je vais essayer de faire ça en français le mieux que je peux. Est-ce que vous pensez que c'est pas nécessairement comme le changement dont les gens, c'est peut-être une question qui n'est pas tellement en rapport, mais que c'est pas vraiment le changement dont les gens ont peur, mais plutôt, parce que le changement c'est un processus et on peut pas vraiment voir la fin de ce processus, c'est plutôt l'incertitude de qu'est-ce qui va venir à la fin plutôt que le changement lui-même. Oui, c'est que ça nous déstabilise. Donc, souvent, on cherche nos repères, puis on n'en a pas. Puis, en fait, on est toujours mieux dans notre zone de confort. Mais si on affronte le changement, si on a dit, bon, on va l'accepter, on va essayer de vivre avec, comme je disais tantôt, que nos valeurs sont là pour nous guider, ça va nous amener de notre zone de confort à notre zone de confiance. Alors, je pense que c'est ce que le travail qu'on a à faire pour affronter ça. Mais effectivement, moi, j'ai vu qu'à l'entreprise, puis quand on faisait des petits changements d'entreprise, c'était toujours un très grand... ça avait beaucoup de bouleversements, les gens devenaient très insécures, mais en fait, on n'avait pas le choix. Mais c'était d'être arrivé, d'être capable de leur expliquer les conséquences, de voir avec eux qu'est-ce qui était pour se passer, les sécuriser. Le rôle du chef dans une entreprise ou une organisation, c'est de sécuriser les gens autour de soi. C'est comme le rôle du père de famille aussi, probablement. J'en suis pas un, mais je présume. Marianne, avant que, before you go, it's a personal question. Because currently where I'm studying in, I would like to further my studies in philosophy in university. Mm-hmm. And I would like to become a philosophy teacher in university. I just wanted to know, how does that work? Because I know it's pretty hard to become a teacher in university, a professor. It is, and it depends a lot on the field that you want to study in. And I think it's been changing over the last years as well, that sometimes they look for people who just want to teach 1 or 2 courses in addition to their other job. And that seems to be the easiest way to get started these days. But there's also the possibility of studying for a really long time, doing your PhD, and then becoming a professor at a university in the area of philosophy. But I think in the Cégep, you can also teach at the Cégep level, right? Yes. Yeah, and I think that as far as I know, university and some teaching training is what you need for that. So that's definitely a great option. Thank you very much. And I wrote your questions make sense to when you say you're interested in philosophy. I'm like, I can tell that from your questions. That's great. Thank you. That's great because yeah, I didn't know. Come through.